merci et bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous présenter un peu la dimension européenne du travail qui est fait sur le cloud. Et peut-être pour commencer, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui se fait au niveau français ce matin, également quelques références au niveau américain. Donc je vais essayer de présenter un peu un cadre européen. Si on prend une entreprise moyenne française qui essaie d'exporter des produits, des services à travers l'Union européenne, imaginez un peu qu'il n'y ait pas de réglementation européenne. Ces entreprises devraient s'adapter au cadre réglementaire de chaque pays sur la protection des données, ce qui voudrait dire que ces entreprises doivent multiplier leurs coûts de mise en conformité sur tous les pays dans lesquels ils veulent opérer. Mais grâce à l'action de l'Union européenne dans ce domaine, les entreprises ne doivent supporter ce coût qu'une fois au lieu de 28 fois potentiellement. Et grâce à ça, ça leur permet d'opérer à travers tout le territoire de l'Union européenne. L'Union européenne s'est intéressée très tôt au cloud computing. On a adopté une stratégie européenne sur le cloud en 2012 déjà. Et à cette époque-là, on se concentrait sur l'harmonisation des Service Level Agreements, essayer de développer des clauses contractuelles standards pour les entreprises. Et à cette époque-là, il y avait un gros problème autour des standards. Donc, essayer de permettre aux entreprises de trouver leur chemin à travers la jungle des standards qui existaient en matière de cloud, afin de stimuler l'adoption du cloud au niveau européen. Si on regarde un peu l'adoption des technologies du cloud en Europe, mes données sont un peu vieilles, elles datent de décembre 2016. Les prochaines sortiront cet hiver, en décembre 2018. Donc j'espère qu'on verra du progrès du côté français en particulier, qu'on commencera à voir les effets de la nouvelle stratégie française de ce point de vue-là. Donc la France, effectivement, l'Allemagne également sont un petit peu à la traîne en matière d'adoption du cloud. Sur l'ensemble de l'Union européenne, il n'y a qu'une entreprise sur 5 qui utilise effectivement le cloud. Donc ça montre un peu la marge de manœuvre qui existe en termes d'adoption du cloud par les entreprises européennes. Par contre, on voit que les entreprises scandinaves, dans les pays scandinaves, dans les pays anglo-saxons, dans les pays du Benelux, les entreprises dans ces pays-là ont pris vraiment en compte le potentiel du cloud. Il y a une étude de la Commission européenne qui montre que les coûts d'infrastructures informatiques peuvent être réduits entre 30 et 50% pour une entreprise en bougeant dans le cloud. Si on regarde un peu les entreprises qui utilisent le cloud, donc on est plutôt sur des entreprises de services ou à fort contenu scientifique et technique. Donc c'est plutôt ce type d'entreprise qui utilise les services de cloud en Europe. Par contre, on voit bien en bas toutes les entreprises des secteurs manufacturiers, eux, sont un peu à la traîne. Donc la Commission a pris acte de ce genre d'informations et en 2016 a adopté une stratégie sur la numérisation des entreprises européennes pour essayer d'accompagner les entreprises, en particulier des secteurs manufacturiers, dans leur transformation numérique. Si on regarde un peu quels sont les facteurs qui limitent l'adoption du cloud en Europe, on voit qu'il y a un certain nombre de facteurs essentiels qui représentent des barrières à l'heure actuelle pour essayer de convaincre les entreprises de bouger dans le cloud. La plus grande préoccupation des entreprises, c'est la sécurité, bien entendu. Donc ils ont peur qu'en bougeant dans le cloud, ils perdent la maîtrise et le contrôle de leurs données. Inversement, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de cloud service providers commencent à dire « Venez chez nous, on peut vous garantir que vos données seront plus sécurisées à l'intérieur du cloud qu'elles ne peuvent l'être dans votre propre infrastructure informatique. » Donc il faut quand même un certain degré de confiance pour faire ce genre d'annonce et ça montre qu'en termes de maturité de sécurité, les fournisseurs de services cloud ont beaucoup évolué.
Le deuxième facteur concerne l'incertitude légale, le fait qu'il y a différents cadres réglementaires qui s'appliquent sur différents aspects du cloud. À cette époque-là, le RGPD avait été entré en force, mais n'était pas encore pleinement en vigueur. Il est rentré pleinement en vigueur au mois de mai de cette année. Donc c'est un de ces facteurs qui a contribué à renforcer la certitude légale. Et il y en a d'autres sur lesquels je vais venir dans quelques instants. Enfin, les aspects sur la localisation des données est également un souci pour les entreprises, donc une certaine forme d'incertitude sur la géographie. Enfin, on voit sur la droite du graphe, les petites et moyennes entreprises ont d'autres formes de soucis, en particulier en ce qui concerne les compétences. Donc, ils n'ont pas forcément les compétences en interne pour pouvoir faire cette transformation numérique et migrer vers le cloud. Et ils ont aussi un souci avec la concurrence. Donc, quand on est une petite ou une moyenne entreprise, on a des difficultés à négocier avec les gros acteurs du cloud pour établir un contrat. Donc on voit bien à travers ces différentes barrières qu'il y avait une nécessité d'intervenir au niveau européen et essayer de créer une politique de marché numérique autour du cloud. Et c'est la raison pour laquelle la Commission a intégré ceci dans sa politique du marché unique du numérique. Donc, je vais essayer de vous présenter maintenant les 4 grands domaines d'intervention de la Commission dans ce domaine. Le premier a trait à la libre circulation des données en Europe. Donc on voit qu'on a presque abouti au marché unique en Europe. Il y a une libre circulation des personnes, une libre circulation des services, des biens et des capitaux. Et paradoxalement, on voit qu'il y a certaines nouvelles barrières qui commencent à s'ériger dans le monde du numérique. Donc il fallait que la Commission intervienne là-dessus pour s'assurer que le principe de marché unique s'applique également dans le monde du numérique. La Commission travaille également pas nécessairement de façon réglementaire, mais essaie aussi d'accompagner les entreprises et les citoyens à travers des soft policies. Et c'est en particulier le cas pour le cloud. Donc on ne veut pas mettre trop de barrières réglementaires aux entreprises, mais on essaie de travailler en coopération avec les entreprises au niveau européen à travers des approches auto-réglementées et en particulier autour de l'élaboration de codes de conduite. Donc ceci concerne la protection des données, la portabilité des données entre différents fournisseurs de services cloud et enfin sur les aspects sécurité des données dans le cloud. Donc je vais tout d'abord me concentrer sur la libre circulation des données en Europe. Comme je le mentionnais, on veut apporter de la certitude légale aux entreprises pour leur donner confiance dans la migration vers le cloud. On veut pouvoir dire aux entreprises, vous pouvez aller stocker et traiter vos données n'importe où sur le territoire de l'Union européenne et vous garantir que vous êtes en conformité avec la législation européenne et nationale. Donc il fallait une combinaison de différents facteurs. Donc le RGPD est un de ces facteurs, mais il fallait également garantir la libre circulation des données non personnelles. Toutes les données ne sont pas des données personnelles et donc pas couvertes par le RGPD. Et donc il fallait garantir une certitude légale pour les données non personnelles également. Par exemple, toutes les données manufacturières, les données de comptabilité, les données financières par exemple, sont des données non personnelles et donc n'étaient pas couvertes par le RGPD. Encore une fois, il faut fournir un haut niveau de confiance aux administrations publiques. Quelques-uns des intervenants précédents ont mentionné le Cloud Act, mais la problématique se pose également au niveau européen. Si une entreprise qui n'est pas en conformité réglementaire et que le régulateur demande à une entreprise de fournir ces données, le régulateur doit pouvoir accéder aux données, y compris quand ces données sont stockées dans un autre pays européen.
Donc il faut renforcer la confiance à travers des mécanismes de coopération au niveau européen. Et finalement, la structure du marché du cloud en Europe, mais également dans le reste du monde, fait qu'il y a une certaine concentration de l'industrie autour d'un petit nombre d'acteurs. Et il faut donc s'assurer au niveau européen d'avoir un haut niveau de concurrence sur le marché du cloud. Donc l'idée, c'est de stimuler l'adoption du cloud d'une certaine façon, mais également s'assurer qu'on va permettre la transformation numérique des entreprises européennes afin que celles-ci prennent pleinement les fruits du développement de l'économie du numérique et de l'économie de la donnée. Donc on essaie de créer les conditions nécessaires pour permettre le développement de cette économie de la donnée. Je le mentionnais sur le cadre réglementaire sur les données non personnelles. Un accord politique a été obtenu il y a juste quelques semaines. Donc la Commission avait proposé au mois de septembre l'année dernière un règlement sur la libre circulation des données non personnelles en Europe. Et donc un accord politique a été obtenu entre le Conseil et le Parlement juste il y a quelques semaines. Ce cadre réglementaire rentrera en vigueur normalement d'ici à l'automne. Dans ce cas-là, on a pris une approche assez simple pour ce règlement sur la libre circulation des données non personnelles. Ce qu'on demande, c'est aux États membres de retirer de leur cadre réglementaire national les barrières existantes dans leur droit national qui empêchent la libre circulation des données non personnelles. Juste pour vous donner un exemple concret sur ce genre de barrières, les données de comptabilité, par exemple. Il y a beaucoup de pays européens qui, à l'heure actuelle, ont une réglementation qui impose la localisation des données comptables sur le territoire national. Donc ça, en général, ce genre de cadre législatif viennent de l'ère pré-digitale où on imposait aux entreprises d'avoir leur livre de comptabilité stocké soit dans les bureaux de l'entreprise, soit sur le territoire national. Mais ce genre de réglementation est complètement obsolète à l'heure du numérique. Donc on demande aux États membres d'entreprendre les réformes nécessaires au niveau national afin de retirer ce genre de barrières à la libre circulation des données. Pour les entreprises, ça veut dire que les entreprises françaises, européennes, qui opèrent sur l'ensemble du territoire européen, ça va leur permettre de réduire leurs coûts informatiques. Au lieu d'avoir différents centres de données dans les différents pays où ils opéraient pour devoir stocker leur comptabilité, ils pourront faire ça dans un seul pays de leur choix sur le territoire de l'Union européenne. Comment est-ce que ça va marcher avec le RGPD? Donc les deux règlements s'imbriquent parfaitement. Le RGPD couvre les données personnelles et le règlement sur la libre circulation des données non personnelles traite justement de tout ce qui n'est pas données personnelles. Donc les deux s'imbriquent parfaitement et vont fournir cette garantie aux entreprises qui peuvent aller stocker et traiter leurs données n'importe où sur le territoire de l'Union européenne. Ce qu'on voit, c'est que pour les entreprises, c'est souvent difficile de faire cette segmentation entre données personnelles et données non personnelles. En général, on l'a vu dans les exemples qui ont été montrés ce matin, on a des bases de données, on a des systèmes informatiques et ces systèmes d'information contiennent à la fois des données personnelles et des données non personnelles. Donc là, les deux règlements ensemble permettent de fournir des garanties aux entreprises sur la façon dont ils vont pouvoir traiter et stocker leurs données partout en Europe. Donc j'en viens à la deuxième partie de ma présentation sur les aspects soft regulation, donc qui ne sont pas des cadres réglementaires de l'Union européenne, mais qui sont des approches coopératives entre l'Union européenne et les entreprises, qu'ils soient des fournisseurs de cloud, mais aussi des entreprises utilisatrices de cloud. Donc cette idée de code de conduite sur la protection des données est née il y a quelques années. Elle faisait partie de la stratégie initiale de la Commission européenne sur le cloud, donc la stratégie de 2012, avec l'objectif d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du cadre réglementaire sur la protection des données. Donc à l'époque, c'était la directive de 1995 qui était en vigueur. Et ce qu'on voulait, c'était avoir des codes de conduite qui
permettent de dire comment ce cadre réglementaire s'applique de façon pratique pour les fournisseurs de cloud. Donc on a commencé à engager avec les entreprises du secteur et celles-ci ont commencé à développer des codes de conduite sur la mise en œuvre de la directive de 1995. Très rapidement, le RGPD a commencé à venir sur la table et les entreprises qui participaient au développement de ces codes de conduite ont commencé à adapter les codes au nouveau cadre réglementaire. Donc à l'heure actuelle, ces codes ne sont pas complètement aboutis, il y a encore du travail à faire. On peut en citer trois qui sont sur la table à l'heure actuelle. Il y en a un qui s'appelle EU Code of Conduct, qui couvre l'ensemble du Cloud Stack. Il y en a un qui est conduit par l'association des fournisseurs d'infrastructures de services cloud, donc qui se concentre uniquement sur les aspects infrastructures. Et enfin, qui est conduit par le Cloud Security Alliance, qui incorpore un certain nombre d'éléments de sécurité dans leur code de conduite. Donc la Commission européenne monitore ces développements de près. Autant que possible, on voudrait éviter la fragmentation de ces codes de conduite et leur multiplication. On voudrait essayer qu'il y ait peu de codes de conduite afin de permettre une plus grande lisibilité de la part des entreprises utilisatrices. Je reviendrai là-dessus quand je parlerai des aspects sécurité. La problématique est exactement la même là-dessus. Je mentionnais un peu plus tôt les aspects de concurrence dans le cloud. Donc, on a conduit des études sur ces aspects. On voit qu'il y a une forte concentration autour de quelques acteurs globaux, mais aussi un effet de ce qu'on appelle long tail, où il y a beaucoup de petits fournisseurs qui travaillent sur des marchés de niche. L'étude qu'on a conduite analysait les contrats de cloud qui ont été signés sur le marché européen. Et ce qu'on a vu, c'est que dans 60% des cas, il n'y a rien de mentionné dans le contrat sur ce qui se passe à la fin du contrat. Donc, comment est-ce que l'entreprise utilisatrice va pouvoir récupérer ces données, dans quelles conditions, combien de temps les données vont rester stockées chez le fournisseur initial, sous quel format l'entreprise utilisatrice va pouvoir récupérer ces données, sur quel support elle va pouvoir récupérer ces données. Ça, c'est jamais mentionné dans les contrats. Dans aucun des contrats qui n'ont été analysés dans notre étude, ces aspects de formatage ou de support n'étaient mentionnés. Par contre, quand on a conduit une survey auprès des entreprises, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 entreprises sur 3 en Europe qui ont été tentées par faire une migration de fournisseurs de services ou alors réimporter leurs données dans leur infrastructure propre. Et qu'une entreprise sur 2 au niveau européen a rencontré des difficultés lors de cette migration. Donc on voit qu'il y a un véritable problème là de ce qu'on appelle le problème de vendor lock-in au niveau européen et que la Commission a essayé d'adresser. Ce qu'on voit aussi, c'est que plus on monte dans le niveau du stack, dans le cloud, plus la complexité devient grande. Donc au niveau infrastructure, ça se fait de façon relativement facile, parce que c'est un peu comme bouger des containers. On bouge un container d'un fournisseur de service à un autre. Par contre, plus on monte vers Software as a Service, plus la complexité devient grande, parce qu'il faut commencer à rentrer dans la sémantique des données, dans les structures des applications, dans la configuration des applications, et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus complexe. Le cadre réglementaire que je mentionnais auparavant, donc la réglementation sur la libre circulation des données non personnelles, a pris acte de ces faits et a inclus des provisions dans cette réglementation sur le portage des données et le changement de fournisseur de services cloud au niveau européen. À l'heure actuelle, tous les citoyens européens peuvent bénéficier du portage de leur numéro de téléphone
Vous pouvez changer d'opérateur de téléphone, mais garder le même numéro de téléphone. Ça, c'est permis par la réglementation européenne. Vous pouvez changer de banque et garder le même compte bancaire. Ça, c'est également permis grâce à la réglementation européenne. Par contre, paradoxalement, c'est très difficile de changer de fournisseur de cloud, comme l'ont montré les données que je viens de vous présenter. Néanmoins, la Commission a décidé de ne pas prendre une approche réglementaire sur ce sujet, mais de s'engager avec les acteurs du cloud, aussi bien les fournisseurs de services que les entreprises utilisatrices, pour prendre une approche d'autoréglementation. Donc on va travailler avec tous les acteurs du marché pour essayer de développer des codes de conduite pour les différents niveaux du cloud stack. Donc ce travail a commencé déjà. L'ensemble de l'industrie européenne a 2 ans pour développer ces codes de conduite et la Commission entreprendra une évaluation au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, on verra si l'approche d'autoréglementation a obtenu les effets nécessaires et sinon, à ce moment-là, la Commission devra entreprendre des actions réglementaires sur ce sujet et peut-être à ce moment-là développer une vraie obligation de portabilité dans le cloud. Mais ça n'est pas l'intention à l'heure actuelle. Juste pour mentionner, parce que ça a lieu sous l'ombrelle de la Cloud Week, et je voudrais de ce point de vue-là remercier l'ANSSI et OVH qui ont permis l'organisation de cet événement qui aura lieu demain et après-demain. Donc la plateforme des parties prenantes européennes qui s'appelle le DSM Cloud Stakeholder aura lieu demain à l'école militaire. Donc la session plénière aura lieu demain matin et les groupes de travail se réuniront demain au même endroit, demain après-midi et jeudi également, pour continuer à faire avancer les travaux qui ont démarré au mois d'avril. Également pour mentionner le fait que cette plateforme des parties prenantes au niveau européen est une plateforme ouverte. Donc toutes les parties prenantes, que ce soit des utilisateurs, PME ou grands groupes, ainsi que les fournisseurs de services sont les bienvenus pour rejoindre ces travaux à n'importe quel moment. Donc si vous êtes une entreprise, que vous voulez contribuer à ces travaux au niveau européen, influencer les codes de conduite qui seront développés sur le portage des données et le changement de fournisseur de services, vous êtes absolument les bienvenus. Toutes les informations peuvent être retrouvées sur le site de la Commission européenne. Vous tapez Swipo dans un moteur de recherche et vous retrouverez ça très facilement. Le dernier point que je voulais adresser concerne la sécurité. C'est quelque chose de très important. Je vous ai mentionné avant le fait que à partir de maintenant, il y a une libre circulation des données, de toutes les données, des données personnelles, non personnelles au niveau européen. Quand on a préparé ce règlement, il y a beaucoup d'États membres qui sont venus nous voir en disant oui, mais à partir du moment où les données peuvent circuler sur le niveau, partout au niveau européen, il faut qu'il y ait des garanties sur les niveaux de sécurité. C'est une des raisons principales pour lesquelles les États membres ont développé des obligations de localisation sur ces données. Donc à partir du moment où ils vont devoir enlever ces obligations de localisation, il faut qu'il y ait des garanties, les mêmes garanties de sécurité au niveau européen. Comme le montre ce slide, on en est très loin. Il y a pléthore de schémas de certification qui existent pour la sécurité du cloud. Beaucoup de ces schémas de certification existent au niveau international. L'ANSSI a mentionné l'initiative française. Il y a également une initiative allemande sur laquelle l'ANSSI travaille en étroite coopération. Donc le BSI, l'homologue allemand de l'ANSSI, a développé son propre schéma qui s'appelle le C5 et qui essaie de trouver des niveaux d'équivalence avec le SecNum Cloud. Au niveau de la Commission européenne, ce qui nous inquiète, c'est de commencer à voir se développer pléthore de ces schémas de certification de sécurité dans le cloud, et ça serait inefficace pour 2 raisons. La première, c'est que quand on voit ce genre de slide, c'est illisible pour une entreprise utilisatrice. Donc comment est-ce que je compare le niveau de sécurité d'un fournisseur A avec un fournisseur B?
données. C'est extrêmement difficile. Et ensuite, pour les fournisseurs de services, s'ils veulent pouvoir convaincre différentes clientèles, ça voudrait dire qu'ils doivent commencer à se faire certifier à travers différents schémas de sécurité, ce qui leur coûtera énormément d'argent. Donc il y a de ce point de vue-là une nécessité d'intervenir au niveau européen avec cette idée peut-être d'aboutir à un schéma unique de certification de sécurité dans le cloud au niveau européen. Donc c'est un peu l'idée ultime qu'on a derrière ça. La Commission européenne a adopté au mois de septembre dernier un Cyber Security Act qui contient deux grands volets. Le premier, c'est le renforcement de l'Agence européenne de sécurité qui s'appelle ENISA, qui est basée en Grèce et qui coordonne les travaux des différentes agences de sécurité au niveau national comme l'ANSSI et le BSI. Et un deuxième volet qui concerne la certification de sécurité en matière de numérique. Donc l'idée de ce volet du Cyber Security Act, c'est de créer un cadre européen de certification en matière de sécurité des produits et services numériques. Donc c'est dans ce cadre que pourrait être développé un schéma de certification européen pour le cloud. Là encore, la Commission européenne a pris une approche d'autoréglementation et on souhaite que toutes les parties prenantes s'engagent dans le développement des critères de sécurité pour le développement de ce schéma européen de certification dans le cloud. Donc, encore une fois, les travaux sont ouverts, sont transparents, sont ouverts à toutes les parties prenantes, aussi bien utilisatrices que fournisseurs de services. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à rejoindre ces travaux au niveau européen. Juste une petite précision, parce que c'est souvent une inquiétude de la part des entreprises quand on commence à parler de choses au niveau européen. On n'a pas le temps, ça se passe à Bruxelles, tout est en anglais. Donc, juste pour vous rassurer, on a essayé de prendre l'avantage justement des technologies du numérique pour faciliter la participation de toutes les entreprises dans ce genre de travaux. Donc, il y a des sessions plénières qui ont lieu effectivement de façon physique, mais elles n'ont lieu que de façon trimestrielle. Et donc, c'est l'objet demain et après-demain pendant le Cloud Week. Mais sinon, toutes les autres réunions ont lieu de manière virtuelle à travers des conference calls pour faciliter la participation de n'importe quelle entreprise au niveau européen. Donc, c'est extrêmement facile de participer à ces travaux. Par contre, ça reste en anglais, bien sûr, qui reste la langue commune au niveau européen. Juste pour une dernière mention sur la façon dont ces différentes stratégies s'insèrent au niveau européen. Donc, je vous ai mentionné que le RGPD et la libre circulation des données européennes, des données non personnelles, permettent maintenant un cadre harmonisé pour la libre circulation de toutes les données au niveau européen. On travaille sur les aspects de protection des données, de sécurité des données. On travaille sur la mobilité entre différents fournisseurs de services. Mais une fois qu'on a fait tout ça, malgré tout, on n'a rien fait encore. On a juste permis de développer les conditions cadres qui vont permettre l'épanouissement du développement de la donnée, de l'économie de la donnée au niveau européen. Les données, ça va être l'essence du développement du marché du numérique en Europe. Ça va être le nouvel or noir pour beaucoup d'entreprises. Elles vont permettre, ça va être le fuel qui va permettre le développement de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, de différents secteurs d'application, de la transformation numérique de différentes entreprises traditionnelles dans le domaine de l'énergie, des transports, de la santé, mais aussi les administrations publiques. Et on aimerait de ce point de vue-là que petit à petit se développe une approche de cloud first, que les entreprises commencent à penser cloud en premier, parce que c'est ça qui va permettre leur développement numérique à venir à travers ces différentes technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, etc.
Juste pour vous donner une estimation du potentiel qu'il y a derrière l'économie de la donnée en Europe. La Commission a là aussi conduit une étude et ce qu'on voit, c'est que si les entreprises européennes prennent la pleine mesure du potentiel qui est offert par l'économie de la donnée, ça pourrait ajouter 4% de PIB en plus au niveau européen. Donc évidemment, il y a un certain nombre de conditions qui sont à remplir. La libre circulation des données au niveau européen était une de ces conditions clés. C'était la seule condition réglementaire qui maintenant est remplie grâce aux deux règlements que j'ai mentionnés. Mais les entreprises doivent aussi faire leur travail à travers le développement de compétences. Donc les gens, les employés doivent développer les compétences numériques nécessaires pour prendre la pleine mesure de cette transformation numérique. Et ensuite, l'adoption de ces différentes technologies que j'ai mentionnées. Vous allez voir que la Commission européenne va stimuler ce genre de choses à travers des investissements du futur. La Commission a présenté son cadre budgétaire pour les 7 prochaines années et la Commission a l'intention d'investir 28 milliards d'euros sur les technologies du numérique pendant les 7 prochaines années. 14 milliards seront réservés aux aspects recherche et innovation, 9 milliards sur les aspects déploiement de technologies du numérique. Donc, on compte absolument que le cloud sera au cœur de cette transformation du numérique et on invite toutes les entreprises européennes à prendre la pleine mesure de ça et prendre tout le bénéfice qui est associé à travers cette transformation du numérique, à travers le cloud. Je vous souhaite une très bonne semaine du cloud à Paris et ravi de pouvoir continuer à travers vous aujourd'hui pendant le déjeuner et dans les semaines à venir.